Bonjour et bienvenue dans le podcast Audarise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement. C'est parti. Au moment où j'enregistre cet épisode, dis-toi que je suis dans un état d'énervement assez fort. Pourquoi ? Parce que je viens d'apprendre qu'il y avait une étude choc parue dans la revue Science en janvier 2017 qui parlait du rapport des petites filles, donc de 6 ans, avec l'intelligence et la façon qu'elles avaient de se comparer aux garçons. Je vais t'en parler dans ce podcast, mais je voulais vraiment déjà te partager mon état d'esprit. Aujourd'hui, je voulais te parler du syndrome de l'imposteur, qui agit de 2 façons. Soit il te paralyse, et donc du coup, par manque de légitimité, tu ne passes pas à l'action, ou alors il te pousse au perfectionnisme. Bienvenue dans l'épisode 8. Aujourd'hui, je te parle des conditionnements, principalement féminins, autour du syndrome, justement, de la bonne élève. Le syndrome de l'imposteur, c'est le manque de légitimité, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas assez bien, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à notre place, pas égal avec les autres ou avec nos pairs. Du coup, ça nous paralyse, ça nous bloque, ça nous empêche en fait de nous lancer dans les projets qui nous animent, ou même tout simplement de nous affirmer, de donner nos opinions, de se montrer, d'aller chercher la promotion, d'aller motiver tel client, etc. Et il est en lien aussi avec le syndrome de la bonne élève. Ça m'hérisse le poil rien que de le dire parce que je me suis reconnue à fond dans ce syndrome. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait toute ma vie sans m'en rendre compte, sans en avoir conscience. Et que je ne souhaite surtout pas à mes filles. Je sais plus si je t'ai dit, mais donc j'ai 2 filles, elles ont 7 ans et 10 ans. Et en fait, tout au départ a été sur comment faire pour qu'elles aient confiance en elles. Et typiquement, pour qu'elles ne tombent pas là-dedans, dans le manque de légitimité et dans ce syndrome de la bonne élève. Alors c'est quoi ? Le syndrome de la bonne élève, c'est qu'en fait, on part sur un principe de « je manque un peu de confiance ». Du coup, en fait, j'ai envie de prouver ma valeur. Donc, je vais être en constante recherche de reconnaissance. Pour avoir de la reconnaissance et pour prouver ma valeur, je vais en faire toujours plus. Donc, au lieu d'être paralysée, finalement, je vais être dans l'activation de la perfection. Je vais devenir hyper pointilleuse. Je vais vouloir faire toujours mieux, toujours plus, sans voir finalement tout ce qu'il y a déjà de bien, mais en me focalisant sur toujours ce qui manque, en faire toujours plus, toujours plus. Le perfectionnisme à outrance va donner ce syndrome de la bonne élève. Du coup, qu'est-ce que ça génère ? En fait, ça veut dire que à l'âge adulte, et même dans le début de sa vie, en fait, on va freiner l'affirmation de soi, et principalement chez les femmes. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi chez les femmes principalement. En fait, on va avoir peur, avec ce syndrome de la bonne élève, ce perfectionnisme, cette quête constante de reconnaissance, on va avoir peur de se montrer ou de se mettre en avant. Parce qu'on a peur de la critique. Et en fait, ce qui est le plus difficile, c'est d'être différente, c'est d'être décriée, d'être moquée. Donc finalement, la peur d'être sur le devant de la scène et même de briller. Donc la bonne élève, non seulement elle a des énormes compétences parce qu'elle est devenue perfectionniste, experte dans son domaine, mais par contre, elle est incapable de les exploiter et de les mettre en avant. Et c'est pour ça que je me reconnais vraiment là-dedans. Parce que pendant des années, j'étais dans ce mode de fonctionnement. Je te le partage parce que je veux absolument que tu saches que c'est pas une fatalité, qu'il est possible de travailler là-dessus et de se sentir légitime et de sortir du perfectionnisme. Alors d'où ça vient ? Comme je te disais tout à l'heure, il y a une étude qui est parue en janvier 2017 dans la revue Science. En fait, jusqu'à 6 ans, les filles estiment que l'intelligence est de leur côté et les garçons estiment que l'intelligence est du leur. Jusque-là, pas de problème, chacun voit l'intelligence dans son propre sexe. À partir de 6 ans. Alors qu'en plus, c'est le moment où les filles commencent à être plus compétentes, entre guillemets, en matière scolaire. Avec l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, elles vont justement dans ce perfectionnisme qu'elles ont déjà, avoir un peu plus de compétences, mais là, ça bascule. À ce moment-là, les filles à 6 ans commencent à penser que les garçons sont plus intelligents. C'est-à-dire que l'intelligence est davantage pour elles une marque du masculin. Et alors ça, c'est inconcevable pour moi dans ma tête en tant que femme et inconcevable dans l'éducation que je souhaite transmettre à mes filles. Elles ont 10 et 7 ans et c'est vraiment cette notion à la fois d'égalité homme-femme ou plutôt de se dire en fait chacun a des compétences et des sensibilités qui sont différentes mais
pourquoi attribuer l'intelligence aux hommes? Je me dis qu'il y a quand même un conditionnement qui est énorme pour que les filles à 6 ans, alors qu'elles n'ont pas toutes les capacités pensantes d'un adulte, ont déjà cet impact. Elles ont déjà, en fait, inconsciemment, elles sont conditionnées, en fait. Parce qu'effectivement, la notion d'éducation est importante, c'est-à-dire ce qu'on transmet. Mais ce qu'on transmet aussi bien, finalement, à l'école qu'à la maison. Parce qu'en fait, on ne permet pas, quand bien même les choses bougent aujourd'hui, on est encore des générations, j'ai 39 ans aujourd'hui, qui n'ont pas permis les mêmes émotions aux garçons et aux filles. Dans les gros clichés, on a permis aux hommes d'avoir de la colère, d'être fonceurs, de respecter en fait leur territoire. On les a décrits comme bagarreurs, un peu foufous. Ils avaient le droit de bouger dans tous les sens. Et ils avaient aussi le droit, du coup, d'avoir beaucoup de joie, d'être expressifs. Dans tous les sens du terme, on leur a permis de faire beaucoup de choses. Du coup, aujourd'hui, à l'âge adulte, on est davantage confrontés, et encore une fois, ça reste une généralité, donc bien sûr, il y a des exceptions, mais les hommes, on va avoir ce côté plus masculin, entre guillemets, plus fonceur. Eux, ils se disent qu'ils ont le droit de se planter, c'est pas grave, en fait, ils y vont tête baissée en se posant souvent, et je dis bien souvent, c'est-à-dire pas tout le temps, moins de questions. Les émotions qu'on a permis aux petites filles, c'est qu'elles avaient le droit d'avoir peur, il n'y a pas de problème, pas comme les garçons, qui du coup sont fonceurs, et elles avaient le droit de pleurer, ce qu'on ne permettait pas aux garçons, et ce qui pose aussi des problèmes aujourd'hui. Parce que comme je te l'ai dit dans l'épisode 5, les émotions sont un message. Donc en fait, les filles ont peur, donc elles osent moins se lancer. Par contre, autre avantage, c'est que vu qu'elles ont le droit d'accéder à la tristesse, qui est l'émotion du coup du deuil, du changement, eh ben on a une meilleure capacité d'adaptation. Pour, toujours pareil, la majorité. Avec une résilience qui va être plus grande. Par contre, on va manquer d'audace souvent. Et pareil, sur les émotions, il y a une phrase qui m'avait aussi marquée, c'était que la joie, pourquoi j'ai dit qu'elle était masculine? Pas parce qu'en fait, on parle de fille de joie. Et c'est un côté hyper négatif. Moi qui suis plutôt très dynamique, pétillante, drôle, sans me jeter trop de fleurs, entendre le mot fille de joie associé à une connotation hyper négative, c'est comme si en fait, on n'avait pas le droit d'exprimer la joie parce qu'il y avait une connotation sexuelle derrière. Comme si tout d'un coup, avoir trop de joie, c'était être ouverte à n'importe quoi. Donc tu vois les conditionnements qu'on a reçus, et je répète, c'est pas tout le monde, tout change, on commence à parler des jeux qui ne soient pas genrés, des livres qui ne soient pas genrés, mais ça n'empêche que tu vois, même j'entendais un débat l'autre jour sur les cours de récréation. Dans les cours de récréation, tu as toujours les enfants, les garçons, qui peuvent jouer au centre, au foot, et les filles qui sont relayées sur les côtés. Donc même si pareil, ça bouge, parce qu'il y a des débats, on s'en rend compte, c'est quand même juste hallucinant pour moi, dans mon cerveau de femme, dans mon cerveau de maman, de fille, les inégalités encore qui sont créées et qui du coup vont entraîner des schémas de pensée dans lesquels on peut s'enfermer. Heureusement, encore une fois, aujourd'hui ça bouge. Mais donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que toutes les petites filles n'ont pas forcément peur, ne se sentent pas forcément illégitimes, ne se sentent pas forcément inférieures aux garçons. Il y en a qui pensent, effectivement, qu'elles sont tout aussi intelligentes, voire plus. Et je suis contente parce que je vois mon aînée être comme ça, être très exigeante, être très perfectionniste, mais avoir la capacité, jusqu'à présent, de se mettre en avant. Et même de croire que les garçons sont bêtes, entre guillemets. Ce serait un autre débat d'entrer là-dedans. Mais ça n'empêche qu'elle a toujours eu ça. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage de se démarquer quand la majorité des petites filles de 6 ans vont commencer à se dire « je suis moins intelligente que les garçons ». Parce que être seule, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut non seulement assumer sa confiance, et sa différence. Quand il va être beaucoup plus facile, finalement, de se conformer aux stéréotypes négatifs. Donc, c'est un vrai challenge, et cela demande une vraie force de caractère. Et du soutien. Du soutien de nous en tant que parents, du soutien des enseignants, du soutien, en fait, de tous les adultes autour. Donc, en fait, ça peut être une spirale positive ou une spirale négative. Même si on a conscience de sa valeur, les conditionnements peuvent nous faire changer d'avis. Donc, dans notre génération de femmes autour de la quarantaine, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec ce syndrome de l'imposteur. Cette étude, elle m'a vraiment marquée, c'est pour ça que je voulais la partager avec toi. Comment on s'en sort? Est-ce que c'est une fatalité? Comme je te disais, moi je suis passée par là, vraiment perfectionniste à outrance. J'étais justement cette bonne élève, tu sais, celle qu'on n'entend pas, qui a des bons résultats, et sur tous mes carnets, il y avait écrit « élève sérieuse mais discrète ». J'avais des super bons résultats, j'avais toujours peur de donner la mauvaise réponse. Je marmonnais dans ma barbe et c'était mon voisin qui allait enfin dire la bonne réponse. Du coup, ça générait chez moi une frustration. Donc, c'est possible d'en sortir. Comment? Grâce notamment à l'exemplarité. Moi, je te disais, je me suis mise à bosser beaucoup sur moi à partir du moment où je suis devenue maman. Pour ne pas justement transmettre
les mauvaises choses. Parce que j'ai eu l'impression que j'avais une responsabilité immense. Donc j'ai décidé de changer mes réflexes. Et c'est possible parce que aujourd'hui, non seulement moi je l'ai vécu, et en plus j'accompagne les femmes justement à prendre leur place et à se lancer pour développer une vie professionnelle et une vie personnelle audacieuse. Changer ou évoluer, ça va nécessiter du coup de voir sa valeur. Et ça passe aussi par des trucs simples. Juste lister ses succès, dire merci aux compliments qu'on reçoit et les accepter. Plutôt que de dénigrer. J'imagine que toi aussi ça t'est déjà arrivé de faire « Non mais c'est bon, c'était rien ». Bah si en fait. Accepter les compliments, ça va travailler sur ta valeur. Ça passe aussi par le fait de célébrer ses victoires. Parce que souvent, en tant que perfectionniste et bon élève, on a tendance à s'en demander beaucoup, et puis quand on a terminé, se dire « Bon, de toute façon, c'était normal, j'ai réussi, hop, je passe à la suite ». Donc non, c'est prendre le temps de célébrer ses victoires. Et c'est aussi se donner le droit à l'erreur pour justement diminuer ce perfectionnisme. Ce qui te permettra du coup de te lancer beaucoup plus facilement, parce que la montagne ne te paraîtra pas immense. Donc découper en étapes aussi. Il est aussi important, comme je te disais, à la fois de recevoir les compliments, mais aussi de dire stop. De savoir dire stop et de savoir dire non. Soit aux remarques, aux mots, aux gestes déplacés, ce qui va être blessant. C'est en fait apprendre aussi à poser ses limites pour se respecter et se faire respecter. C'est quelque chose qui revient très souvent en coaching. À la fois à bosser sur sa confiance en soi, mais aussi justement sur cette colère qui exprime un besoin de respect qu'on ne s'autorisait pas. Le but, c'est pas de hurler sur tout le monde, c'est de poser ses limites et de se respecter. Ça nécessite aussi, grosse étape du coaching, de prendre conscience de ses croyances, celles qui te limitent. J'en parlerai d'ailleurs dans le prochain épisode. Ça va être autre chose très importante, je t'en parlais tout à l'heure par rapport à ma fille de 10 ans, ça va être de développer son esprit critique. C'est-à-dire, c'est trouver le courage en soi de se dire que c'est pas parce que la majorité pense quelque chose, qu'on doit penser la même chose. C'est apprendre en fait à se démarquer et apprendre à penser par soi-même pour défendre en fait ses idées, ses opinions. Comme je te disais, ça demande effectivement du courage et du soutien qui va être renforcé par la confiance que tu vas avoir de plus en plus en toi, par le fait justement de voir ta valeur. Et en coaching aussi par les feedbacks positifs. Donc en fait, si moi j'ai eu la chance de changer, c'est possible pour tout le monde. Il n'est jamais trop tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton cerveau est plastique. Donc du coup, tu vas pouvoir en fait apprendre de nouvelles compétences, et je l'ai déjà dit, mais je le répète pour que ça puisse s'ancrer, tu vas pouvoir apprendre à faire différemment. Il est possible de gagner en confiance, il est possible de voir sa valeur, il est possible enfin de s'affirmer, de poser ses limites et de parler avec assurance de tes idées, de tes opinions, pour pouvoir justement te sentir mieux. Donc ce que je te propose aujourd'hui, ça va être de décider un des points que je t'ai proposé pour commencer à le mettre en application. C'est donc répéter. Parce que c'est comme ça que tu vas créer des nouvelles connexions au niveau de ton cerveau, c'est comme ça que tu vas en créer une nouvelle compétence. Et pour ça, comme on dit, il faut approximativement 21 jours pour commencer à en créer un nouveau réflexe. Donc, je te conseille de te noter ça quelque part et de t'accrocher et de le répéter. Si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire, en coaching, c'est exactement le sujet que j'aborde. Que ce soit en individuel ou en groupe. Pour te permettre de développer confiance, autonomie et affirmation de toi en se sentant légitime. S'il est temps pour toi, du coup, de passer en mode coaching ou en tout cas d'avoir plus d'infos, n'hésite pas à réserver un appel découverte. On pourra en parler ensemble. Je te mets aussi dans la description le lien vers mon site internet. Tu pourras trouver toutes les informations. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi parce que vraiment le syndrome de la bonne élève ou le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment mon sujet de prédilection. Celui à la fois qui m'hérisse les poils au plus haut point, mais celui sur lequel je vois les plus grands résultats en avancée en coaching. J'espère que cet épisode t'a plu, à la fois dans la partie théorie et puis dans les petites astuces de la fin. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire 5 étoiles ou un petit avis. Ça m'aidera toujours à continuer à faire connaître le podcast et du coup à progresser. Je te dis à très vite.